Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue sur cette matinée débat de restitution débat organisée par l'INRS en partenariat avec Futurible. Et l'exercice suivant consiste à voir à horizon 5 ans quels vont être les changements en termes d'organisation du travail, mais également les conséquences sur la santé au travail. Et dans ce cadre-là, on vous propose une séquence en deux parties. La première, où l'INRS et Futurible vont vous présenter de façon macro les enjeux qu'ils ont révélés au regard de leurs études sur les changements organisationnels et également sur les changements en termes de santé au travail. Ensuite, on passera sur une deuxième séquence avec 4 autres experts qui nous éclaireront de façon plus micro et ils illustreront comment ces impacts peuvent se caractériser à court terme, d'ores et déjà, dans le monde du travail. Donc, on va commencer cette restitution avec vous, François de Juvenel, donc sur la partie organisation du travail, en sachant que vous avez travaillé dans un groupe de travail commun avec l'INRS sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous pour présenter effectivement les résultats de ce groupe de travail qui avait été développé entre Futurible et l'INRS. Travail de prospective, ça ne veut pas dire qu'on est en capacité de dire ce que seront les organisations du travail demain et même dans 5 ans, d'autant plus qu'on est aujourd'hui dans un paysage qui est un paysage très brouillé et donc bien malin, celui qui saura dire avec précision ce que seront les organisations du travail dans 5 ans. Donc notre objectif avec l'INRS et au sein de ce groupe de travail Futurible, qui avait aussi réuni un certain nombre d'autres organismes, c'était plutôt d'essayer de disposer de grilles de lecture qui nous permettent d'essayer d'anticiper au mieux ce qui pourrait advenir dans les 5 ans qui viennent, pour aider les organisations qui étaient un peu perdues au début de cette crise Covid et qui le sont encore pour beaucoup aujourd'hui, à s'orienter et à se préparer à une diversité de situations, à la diversité des situations à venir. Donc c'était bien ça l'objectif de ce groupe de travail. En partant du constat, il faut se replonger dans ce qui était la situation donc au début de l'année 2020, dans une situation où on était un peu comme si on avait joué au chamboule tout. La mécanique économique, sociale était totalement interrompue, les organisations du travail étaient totalement bouleversées, et en fait, depuis lors, on est dans une grande période de bricolage. On est dans une période de bricolage dont on n'est pas encore sorti, et donc les organisations du travail sont bricolées depuis maintenant 2 ans, sans aucune vision de long terme, et c'est relativement normal puisque finalement on est dans une urgence permanente, mais néanmoins ces organisations elles doivent prendre un certain nombre de décisions, elles doivent pouvoir s'orienter et organiser quand même de façon un petit peu plus structurelle le travail tel qu'il peut se construire dans les années à venir. Donc elles ont besoin de cette réflexion à moyen et long terme. Donc c'était bien l'objectif de ce groupe, avec l'idée de dire que quand on est dans une crise, certes on est dans un moment de grand désordre, mais on est aussi dans un moment où finalement on peut être aussi, qui peut être considéré comme une occasion, une opportunité finalement pour introduire un certain nombre de changements dans nos organisations et finalement essayer de mettre en place, peut-être dans cette période d'accélération, un certain nombre de bifurcations dans nos organisations du travail qui, pour certaines, étaient déjà un peu en germe dans les situations antérieures, mais sur lesquelles on a finalement besoin ou envie d'accélérer. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé dans ce groupe de travail ? On a pris 6 questions qui nous apparaissaient comme étant des questions clés et qui sont celles qui apparaissent ici à l'écran, autour desquelles on a essayé de réfléchir de façon prospective en nous demandant quelle est la situation actuelle, où est-ce qu'on pourrait être dans les 5 ans à venir et puis quelles conséquences ça pourrait avoir, notamment en termes de santé et sécurité au travail. Alors je ne vais pas reprendre dans le détail ces 6 questions, mais elles nous ont permis d'aboutir à l'élaboration de 4 grands scénarios. Scénarios, c'est-à-dire des histoires de futurs possibles qui permettent de manifester à quoi pourrait finalement ressembler nos organisations du travail dans les 5 ans qui viennent. Ces 4 scénarios, je vais en dire un mot rapidement, et puis après, je m'appesantirai un petit peu plus sur les différents enjeux ou les différentes questions que ces scénarios et que ces réflexions prospectives ont fait émerger en termes d'organisation du travail. Alors, les 4 scénarios sont assez simples. C'est des scénarios qui sont déjà aujourd'hui en germe finalement dans nos organisations du travail. D'abord parce que d'ici 5 ans, les choses ne vont pas nécessairement changer du tout au tout.
Le premier scénario, c'est un scénario qu'on a intitulé donc tous prestataires de services indépendants dans des organisations court-termistes. Dans ce scénario-là, on pousse un certain nombre de dynamiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui étaient aussi à l'œuvre déjà avant la crise, d'externalisation forte du travail de la part des entreprises, donc l'externalisation à la fois des tâches les plus pénibles, des travaux que l'on peut mener à moindre coût dans d'autres pays ou dans des systèmes de sous-traitance, y compris en interne à notre pays. Et dans ce scénario-là, on considère que les entreprises prises en permanence dans une situation d'urgence et d'adaptation permanente à l'urgence misent tout sur l'agilité et donc externalisent au maximum pour ne garder vraiment que leur cœur de métier. Et donc on est dans un scénario finalement qui est un scénario d'adaptation permanente. Le deuxième scénario, qu'on a intitulé donc organisation du travail hétérogène et inégalité statutaire, est un scénario qui est marqué finalement par une certaine dichotomie entre des entreprises et des institutions qui profitent de la crise finalement pour modifier véritablement leurs organisations du travail et d'autres organismes, d'autres institutions et entreprises qui, elles, en réalité, ne s'adaptent pas du tout et n'ont qu'une seule envie, finalement, c'est de retourner à la situation d'avant la crise sans rien changer. Voilà. Et donc, on est dans ce cadre-là, dans une situation économique et sociale en France dans laquelle on a vraiment deux familles, si vous voulez, d'organisation du travail qui sont de plus en plus divergentes et qui sont de plus en plus hétérogènes. Dans le troisième scénario que nous avons établi, intitulé Flexi-sécurité et souplesse des organisations du travail. Donc vous voyez que le terme de flexi-sécurité n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Mais dans ce scénario-là, on considère que la crise est finalement une occasion qui est saisie à la fois au sein de chacune des organisations, mais aussi au niveau de notre organisation institutionnelle, pour mettre en place des dispositifs favorisant finalement à la fois la sécurisation des parcours professionnels et l'accompagnement dans des trajectoires qui seront nécessairement des trajectoires plus professionnelles, plus heurtées. Et donc dans ce cadre-là, on est sur une souplesse des organisations du travail, mais une sécurisation également des salariés. Et de manière générale, d'ailleurs, des travailleurs. Dans le quatrième scénario, il est assez proche du scénario 1, mais il pousse encore plus les curseurs dans le côté mode survie des entreprises, où on est finalement dans ce scénario-là dans une succession de crises, qui est un peu la situation qu'on connaît actuellement, succession de crises sanitaires notamment, mais aussi de crises économiques, qui font qu'effectivement les entreprises sont dans un mode survie qui les amène véritablement à ne prendre aucune décision qui soit engageante sur le long terme. Et donc on va essayer de se débarrasser au maximum de tout ce qui crée contrainte en termes d'organisation, à la fois matérielle, mais d'organisation également humaine, qui apparaissent comme étant des situations de contrainte pour les organisations. Alors autour de ces 4 scénarios ont été identifiés quelques enjeux, c'est-à-dire quelques questions stratégiques posées par cette réflexion prospective aux organisations, c'est-à-dire aux entreprises et aux administrations, sur lesquelles je veux revenir. Donc premier point, le travail à distance. Le travail à distance, plus connu souvent de façon abusive sous le terme de télétravail, il faut revenir sur ce qu'était cette situation avant la crise. Avant la crise sanitaire, on avait, selon la DARES, 3% des salariés français qui télétravaillaient de façon régulière, c'est-à-dire au moins une journée par semaine. Bon. En mars 2020, on avait 25% des salariés, on estimait environ 25% le nombre de salariés qui travaillaient à distance plutôt que télétravaillaient de façon régulière. Et depuis, finalement, ce chiffre de 25%, grosso modo, il s'est relativement maintenu. Ce qui a changé, c'est que, alors qu'on était sur un télétravail intégral à certains moments, on est passé sur un télétravail qui est un télétravail aujourd'hui beaucoup plus ponctuel et donc qui relève plutôt d'une journée par semaine ou de 2 jours par semaine, alors qu'à certains moments, il était vraiment de 5 jours par semaine. Mais il demeure aussi une part importante de télétravailleurs permanents, ce qui veut dire que finalement, depuis 2 ans, ce télétravail s'est installé, ce travail à distance s'est installé de façon pérenne dans les organisations, alors même que pendant
plusieurs dizaines d'années, parce que ça fait 20, 25, 30 ans qu'on prévoit un vrai essor du télétravail sans qu'il n'intervienne, on était extrêmement réticents sur ce mode-là. Donc là, on est vraiment sur un phénomène d'accélération lié à la crise, avec quand même un certain nombre de questions qui sont liées à la pérennité de ces formes de télétravail et puis la façon dont ça va véritablement être intégré en termes d'organisation concrète du travail. Et là, on se retrouve quand même face à un certain nombre de questions. D'abord, parce qu'un certain nombre d'entreprises s'aperçoivent également que le développement massif du télétravail peut aussi avoir un certain nombre d'effets pervers. Certes, dans un premier temps, on peut avoir l'impression d'augmenter la productivité du travail, mais dans un second temps, on s'aperçoit aussi que finalement, la créativité, le travail d'équipe peuvent en pâtir. Et donc, on a l'exemple d'un certain nombre de grandes organisations, y compris dans le domaine du numérique d'ailleurs, qui sont revenus en arrière sur le télétravail. On mentionne ici IBM, mais Microsoft, plus récemment, a également fait un pas en arrière sur le télétravail, en partant du constat que la créativité, le travail d'équipe, etc., étaient quand même moins féconds dans des situations de télétravail. Alors, quels enjeux pour les entreprises ? Les principaux enjeux pour les entreprises, c'est d'une part un enjeu de management. Comment est-ce qu'on maintient la cohésion d'une part de l'entreprise, d'autre part des équipes et des collectifs de travail avec des gens qui sont physiquement dispersés ? Alors, il y a un vrai enjeu là sur comment est-ce qu'on arrive avec finalement une entreprise qui n'existe plus physiquement, qui n'existe plus uniquement physiquement, à caractériser, à garder une véritable identité d'entreprise, une véritable culture d'entreprise, donc une cohérence de groupe. Voilà. Ça, c'est un point qui est vraiment important, sur lequel il n'y a pas de recette aujourd'hui qui existe, sur lequel évidemment il y a plein d'expérimentations et sur lequel il y a un foisonnement important d'initiatives. Donc ça, c'est un point important qui se retraduit également dans le management des équipes où on retrouve à une échelle un peu micro à peu près le même type de questionnement. Et puis, il y a évidemment aussi une question matérielle qui est la façon dont les entreprises réinvestissent aujourd'hui leurs choix immobiliers et réinvestissent, au-delà de ces choix immobiliers, les espaces et les lieux de travail. Et dans ces choix très matériels, des lieux et des espaces de travail, et également dans les choix logiciels, on a ici un certain nombre de questions stratégiques qui se jouent. Pour résumer, on est aujourd'hui dans une situation où on s'est aperçu que le télétravail ou le travail à distance était tout à fait possible dans nos organisations. Maintenant, la grande question, c'est au-delà de ce travail dans l'urgence permanente, comment est-ce qu'on peut vraiment penser des stratégies d'entreprise qui intègrent cette dimension-là de façon plus pérenne. Alors évidemment, et c'est très lié, et donc j'irai plus vite sur ce point-là. Cette question du télétravail, elle est également fortement liée au deuxième enjeu qu'on avait identifié, qui est celle de l'autonomie des travailleurs et des équipes. La situation avant la crise, c'est laquelle ? C'est finalement une situation de travail extrêmement encadrée. Alors je parle de manière générale, en moyenne, il y a évidemment des exceptions, mais c'est une situation de travail extrêmement encadrée, avec des organisations souvent matricielles du travail, et finalement une assez faible autonomie d'un grand nombre de travailleurs, voire même une intensification du travail, c'est-à-dire un accroissement du nombre de contraintes qui régissent le travail. Et puis, la crise arrive là-dessus, l'ensemble des cadres qui régissent le travail s'effondrent, et donc on se retrouve finalement avec des travailleurs qui, de manière individuelle et de manière collective, se retrouvent en autonomie quasiment complète dans leur organisation du travail. Ce qui a plutôt bien fonctionné. L'économie française ne s'est pas totalement écroulée. Les entreprises ont finalement beaucoup moins fait faillite pendant cette période-là qu'à d'autres moments, etc., etc. Donc, le constat, c'est aussi que cette autonomie plus grande des travailleurs, elle a apporté un certain nombre de fruits, avec sans doute des conséquences en termes de maladies professionnelles, etc. On en reparlera tout à l'heure avec Marc. Donc, quels sont les enjeux pour les organisations à partir de ce constat ? Eh bien, la question est assez simple. C'est comment, là aussi, on réussit à repenser la question de l'autonomie des travailleurs, d'une part, des équipes, d'autre part, pour pouvoir concevoir des organisations du travail plus épanouissantes et qui, en même temps, participent à l'élaboration d'un projet commun qui est le projet du collectif de travail, le projet de l'entreprise ou de l'administration dans laquelle on se situe. Et là, on voit bien qu'on est dans une phase où la mise en discussion, la mise en délibération des organisations du travail va devenir quelque chose, je dirais, de quasiment incontournable dans la plupart des organisations, avec aussi là un certain nombre d'implications en termes d'outils qui sont utilisés.
Troisième thème, troisième enjeu sur lequel nous avons travaillé, la question des entreprises étendues, de la responsabilité sociétale et environnementale et de l'utilité sociale. Pourquoi ? Parce que le constat, là aussi, avant la crise, c'était de dire que la plupart des organisations du travail, des entreprises, fonctionnaient essentiellement avec, dans une approche d'optimisation finalement financière de leur fonctionnement, avec notamment une assez grande externalisation de tout ce qui était tâches pénibles, mais aussi activités polluantes, etc. Or aujourd'hui, c'est pas nouveau avec la crise, mais ça a connu un effet d'accélérateur avec la crise. On a une attention beaucoup plus grande, à la fois des collaborateurs dans les entreprises, mais aussi des clients et des consommateurs, à la fois à ces questions de responsabilité environnementale et de responsabilité sociale des entreprises. Donc les entreprises sont et seront demain de plus en plus jugées sur leur politique effectivement de responsabilité sociale et environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux ? Ça veut dire en termes d'enjeux qu'on était dans un monde où il y avait des rapports RSE, pour aller vite. On passait beaucoup de temps dans les entreprises à établir des rapports RSE qui n'étaient pas forcément extrêmement connectés avec des stratégies profondes d'entreprise, et qu'on passe dans une situation où la responsabilité sociale et environnementale des entreprises devient un enjeu véritablement fort, stratégique, profond pour les entreprises. Et ça a des implications aussi, évidemment, dans la façon dont on va essayer de fidéliser et de valoriser les collaborateurs, dont on va mettre en place des stratégies de résilience pour les entreprises, à la fois sur le plan humain et sur le plan environnemental, notamment en travaillant en écosystème, c'est-à-dire avec d'autres entreprises, en s'inscrivant vraiment dans des écosystèmes aussi territoriaux. Dernier point important, dernier enjeu, celui de la formation des travailleurs. Là aussi, le constat, il a été fait depuis extrêmement longtemps. La formation des travailleurs, la formation professionnelle ou la formation continue en France est d'assez piètre qualité, ou assez peu développée. Elle concerne en tout cas les travailleurs souvent les moins éduqués au démarrage, ceux qui ont sans doute le moins besoin aussi de bénéficier de cette formation professionnelle. Or, aujourd'hui, et la crise a été un accélérateur là-dessus, on voit bien que les trajectoires professionnelles sont de plus en plus heurtées, vont être de plus en plus heurtées. Pourquoi ? Parce que finalement, on a une accélération assez forte, pendant la crise, mais même au-delà, de la transformation des systèmes de production. Accélération de la transformation des systèmes de production dans la crise, mais aussi liée au fait que l'automatisation, la robotisation connaît un coup d'accélération, et également que toutes les problématiques de la transition écologique mettent aussi un coup d'accélération dans les transformations des systèmes de production. Et donc, on va avoir des mutations assez fortes de l'économie, d'un certain nombre de secteurs productifs, et ces mutations vont nécessairement se traduire aussi par des besoins de reconversion professionnelle et d'accompagnement des parcours professionnels de plus en plus forts. Donc là, les enjeux sont des enjeux évidemment globaux, politiques, mais sont également des enjeux pour les organisations et pour les entreprises, puisque aujourd'hui, les entreprises qui ne sont pas en capacité véritablement, d'une part, de fidéliser les travailleurs, d'autre part, de les accompagner dans leur parcours, vont avoir les plus grandes difficultés à attirer la main-d'œuvre et les collaborateurs dont ils ont besoin pour pouvoir véritablement répondre à leurs défis. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, les pénuries d'emplois, les métiers en tension, etc., est un sujet qui nous occupe beaucoup. Donc voilà les quelques enjeux qui nous ont occupés, qui manifestent tous le fait qu'on est dans une accélération des transformations des organisations du travail, ce qui évidemment a un certain nombre d'implications sur la santé et sécurité au travail. Donc merci François. Nous allons maintenant poursuivre justement sur ces enjeux de santé et sécurité au travail. C'était convenu dès le début de la collaboration sur cet exercice que l'INRS avait l'intention de poursuivre la réflexion en approfondissant justement les conséquences en matière de risques professionnels et de prévention de ces différents scénarios et enjeux que tu as présentés. Alors, en termes de modalités de travail, je vais passer rapidement. On a constitué un groupe ad hoc, essentiellement constitué d'experts de l'INRS, mais auquel ont également participé des personnes de l'ANACT
qui est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et de la direction des risques professionnels de la CNAM. Et l'idée était de confronter les scénarios et enjeux issus de la première phase à des approches sectorielles, d'une part, pour pouvoir se projeter plus concrètement en matière de risques professionnels, les confronter à des risques particuliers, et puis au rôle des différents acteurs de la prévention. Et ça nous a permis de mettre en évidence, en approchant par 9 thèmes différents qui sont détaillés là sur la diapo, qui sont soit des secteurs d'activité, l'industrie, le bâtiment, la logistique, soit des questions plus d'acteurs, et puis la question de la perception des risques, la question des enjeux en matière de risques psychosociaux du travail à distance, etc. À chaque fois, on a fait des focus en se projetant dans les différents scénarios, ce qui nous a permis de faire ressortir 5 enjeux principaux en matière de santé et de sécurité au travail. Le premier, il a trait à l'utilisation des technologies comme outil de communication et de travail collectif, et à l'automatisation de la production, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Le second, il tient au mode d'organisation du travail et à la recherche notamment de plus en plus d'agilité de la part des entreprises, et donc aux implications en matière de santé au travail. Le troisième, il concerne plus particulièrement les statuts d'emploi des travailleurs. Et puis, on avait également un thème sur la préservation de collectifs de travail, qui est un enjeu fondamental en matière de prévention. Et puis, sur la maîtrise de ce qu'on a appelé les interfaces de travail. Alors, je vais vous détailler rapidement ces enjeux. Tout d'abord, sur l'éthique, qu'est-ce qu'on peut dire? D'une part, la crise a joué un rôle d'accélérateur extrêmement fort du recours aux technologies de l'information et de la communication. Alors, l'exemple majeur, c'est le télétravail, mais on voit que ça a touché également d'autres activités, notamment le commerce, le e-commerce, mais on pourrait citer aussi la santé, l'éducation, etc. Alors, les conséquences possibles du recours antique aux technologies de l'information et de la communication, elles commencent à être bien documentées par les chercheurs en matière de santé et sécurité au travail. C'est des conséquences liées qui se traduisent par des facteurs de risque psychosociaux, de l'intensification du travail, de l'affaiblissement du support social, des questions aussi en termes de sens du travail, on y reviendra. Et puis, il y a aussi des traductions beaucoup plus physiques, c'est-à-dire en termes d'accidents du travail, de troubles musculo-squelettiques, dans des secteurs comme le transport et la logistique ou le commerce, où l'éthique contribue à une intensification forte du travail avec des implications physiques. Et puis il y a une problématique là qui pour le coup a pris de l'importance avec le développement du télétravail, c'est la question de la sédentarité et du travail statique. Cependant, le groupe a également tenu à souligner qu'il n'y avait pas de fatalité en matière de recours aux technologies de l'information et de la communication, et qu'elles peuvent être des outils intéressants en matière de santé et sécurité au travail, notamment quand elles sont utilisées pour réduire l'exposition à certains risques, remplacer les opérateurs sur des tâches répétitives, limiter des déplacements professionnels. Elles peuvent aussi avoir des implications intéressantes en matière de travail collaboratif. Mais pour que ces technologies de l'information et de la communication puissent être vraiment favorables à la santé des travailleurs, ça implique que ces derniers soient consultés et fassent partie du processus d'intégration de ces technologies dans le travail. Pourquoi? Pour que ces technologies ne soient pas déconnectées de ce qu'est la réalité du travail et qu'elles soient vraiment mises à profit pour améliorer les conditions de travail des opérateurs.
Alors, il y a un autre sujet qui est très important, c'est la question de l'évolution des modes d'organisation des entreprises, avec une tendance que François a évoquée, de recherche de plus en plus permanente de ce qu'on appelle l'agilité. Et donc, cette recherche d'agilité, elle conduit à recourir à des modalités de travail qui sont assez connues pour être défavorables à la santé. Alors, on peut parler des horaires atypiques, des questions de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle lorsque les outils de communication peuvent être mobilisés en permanence. La question de l'individualisation de la relation de travail, notamment quand on est en télétravail, mais pas que, et on peut penser aussi au travail plateformisé. La question de la réduction des marges de manœuvre lorsqu'on recourt aux technologies de l'information et de la communication pour contrôler l'activité via ces outils. Et la question également de ces dispositifs d'intermédiation à sens unique qui ne permettent pas de recueillir les remontées des opérateurs. Dans cette question de l'évolution des organisations du travail, on a identifié deux publics qui nous semblent être à surveiller, particulièrement exposés à ces transformations et qui peuvent être mis en difficulté. D'une part, l'encadrement intermédiaire et d'autre part, les jeunes travailleurs, notamment ceux qui sont en phase d'intégration dans la vie active. L'autre question qui est posée, c'est celle des statuts d'emploi des travailleurs. On a vu à l'occasion de la crise une nouvelle accélération du recours à des formes de travail indépendant de type auto-entrepreneuriat. La crise a été l'occasion aussi de mettre en évidence la faiblesse de la protection sociale de ces travailleurs, notamment les travailleurs des plateformes. Et on voit qu'on a une tendance à la plateformisation qui a plusieurs conséquences en matière de risque professionnel. D'une part, on augmente la procédurisation parce qu'on recourt à un mode de management algorithmique. On a des modèles économiques qui notamment les formes de rémunération à la tâche qui amènent à une intensification des rythmes du travail. On a dans ces organisations aussi un écart de plus en plus important entre le travail prescrit, notamment via les algorithmes ou les applications, et les conditions réelles de travail sur le terrain, et puis des formes d'organisation qui mettent en concurrence les travailleurs entre eux. Alors, cependant, ce qui est ressorti aussi de ces travaux, c'est qu'il y a une part des salariés de plus en plus important qui est en recherche d'autonomie après cette crise et d'autonomie dans leur travail. Et une des hypothèses que nous avons formulées, c'est que ça pourrait se traduire par le développement de nouvelles formes d'organisation du type coopératif qui laissent plus de place aux salariés dans la concertation sur l'organisation du travail. Voilà, reste à explorer sur ces formes d'organisation la manière et la qualité de prise en compte des enjeux de santé et sécurité au travail. Le quatrième enjeu, c'est celui de la préservation de collectifs de travail. C'est très lié à ce que je viens d'exposer. À l'occasion de la crise, on a pu se rendre compte à quel point il était précieux d'avoir des collectifs de travail soudés, qui se connaissent, qui soient capables de s'adapter à une situation d'urgence et de reconfigurer les modalités d'organisation de la production. Mais on constate quand même une individualisation de plus en plus importante des relations de travail, avec la diversification des statuts d'emploi, des modalités de travail à distance où les collectifs sont fragilisés. Et donc l'impact de cette individualisation, il peut être important parce que en termes de conditions d'intégration des nouveaux embauchés, en termes d'entretien d'une culture d'entreprise, le collectif joue un rôle fondamental et il joue également un rôle extrêmement important en matière de construction de la prévention dans les entreprises.
Et enfin, le dernier thème sur lequel on a souhaité insister, c'est la question de la maîtrise des interfaces de travail. On a vu également à l'occasion de la crise qu'on avait des chaînes de valeur de plus en plus fragmentées, avec de multiples intermédiaires, sous-traitants, fournisseurs, qui communiquent entre eux via les technologies de l'information et de la communication, mais souvent avec un écart entre ce qui circule dans les câbles de fibre optique et ce qui se passe concrètement sur le terrain dans les entreprises. Et ces interfaces entre différents acteurs sont des moments à risque en matière de santé-sécurité au travail parce qu'ils nécessitent une coordination entre ces acteurs. Et ces acteurs sont interdépendants sur ces zones de contact et de friction. De plus, c'est des endroits où on peut avoir coexistence, coactivité d'acteurs qui sont sous des statuts différents, qu'on parle de statut d'emploi ou même de régimes réglementaires auxquels sont soumises les différentes entreprises. Et donc, parfois, on a du mal à identifier les responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. On ne sait plus qui est responsable de quoi dans ces interfaces. Et ça, c'est un point qui peut mettre en difficulté les acteurs de la prévention. Voilà. Alors, pour approfondir les deux phases de cet exercice, vous pouvez consulter ces articles qui ont été mis en ligne sur le site de l'INRS et qui reprennent et détaillent la méthodologie et les enjeux que nous avons essayé de vous exposer rapidement. Merci Marc, merci François pour vos interventions. Grâce à vos interventions, vous avez vraiment posé le sujet avec les deux angles, organisationnel et également sur le thème de la santé au travail. Donc merci à vous. Et on va passer donc à la deuxième séquence avec nos 4 experts, donc 2 INRS et 2 externes, et qui vont illustrer de façon concrète les pistes que vous avez esquissées. Merci à vous. Merci à vous. Vous êtes près de 1000 à nous suivre en ce moment, donc merci à vous, merci des nombreuses questions que vous nous avez rapportées, qui seront traitées par l'ensemble des 4 experts qui vont intervenir désormais, et qui dans un premier temps vont rebondir de façon très concrète avec leur propre prisme sur les interventions précédentes de Marc et de François. Donc 4 experts, Michel Héry. Donc, vous êtes en charge de la mission, vous travaillez à la mission prospective de l'INRS. Agnès Aublet-Cuvelier, vous travaillez donc à la direction des études et recherches de l'INRS. Laurence Théry, vous êtes directrice de l'ARACT Hauts-de-France, donc l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Martin Richet, vous êtes le fondateur du cabinet Management RSE, donc spécialisé dans la RSE, mais plus globalement dans les organisations du travail et leur évolution. Alors, on va commencer avec vous, Michel, et sur l'angle de la décorrélation que vous faites entre l'accélération des organisations du travail et la capacité qu'on a à prendre en compte la prévention des risques. Et là-dessus, vous avez pour vous un exemple qui illustre bien les risques induits par l'histoire, c'est le quick commerce. Et je vous laisse continuer sur ce sujet. Voilà, effectivement, pendant la crise, il y a eu un développement très fort du e-commerce, un développement très fort des livraisons. Et depuis que la crise s'est un peu atténuée, on assiste à un phénomène, à l'émergence d'un nouveau phénomène qui est ce qu'on appelle le quick commerce. Alors le principe du quick commerce, c'est assez simple, c'est que vous pouvez vous faire livrer, pourvu que vous habitiez dans une grande agglomération pour l'instant, vous pouvez vous faire livrer en 15 minutes des produits de consommation courante. C'est quand même un changement assez radical. Alors prenons un exemple, prenons l'exemple de Paris, du 15e arrondissement, où nous nous trouvons actuellement. Si je suis consommateur et que je passe une commande de quick commerce, il va falloir qu'en 15 minutes, ma commande soit préparée et qu'elle me soit livrée. La préparation de commande devra donc forcément intervenir à un endroit pas trop éloigné du lieu de consommation.
Dans le 15e arrondissement, vous voyez qui sont les voisins, le 16e arrondissement, Boulogne, ici, forcément, les locaux vont être coûteux. Et comme ils vont être coûteux, la surface qui va leur être allouée va être limitée. Et donc, on va avoir une contrainte temporelle, les 15 minutes, et une contrainte d'espace, préparer des commandes dans très peu d'espace. C'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la grande distribution. La grande distribution, le modèle hypermarché, le modèle supermarché a fait l'objet depuis des décennies d'un travail commun entre la grande distribution, les entreprises de grande distribution et nos collègues des services prévention des caisses d'assurance maladie. La situation s'est beaucoup améliorée. Ils ont travaillé sur les quais de déchargement, ils ont travaillé sur la glissance des sols, ils ont travaillé sur les manutentions, ce qui a permis de diminuer de façon drastique les troubles musculo-squelettiques et les lombalgies. Ils ont travaillé sur toutes ces choses, l'usage d'outils coupants. Et donc, on a fait d'énormes progrès en matière de prévention des risques professionnels dans cette distribution. Aujourd'hui, dans le contexte que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire des petites surfaces, avec des gens de différentes provenances, ou bien de la grande distribution, ou bien des spécialistes des plateformes, ou bien des indépendants qui vont faire la livraison, on va être soumis à une contrainte d'espace et temporelle extrêmement forte. Et notre crainte, c'est que tous les progrès qu'on a faits en matière de grande distribution, en matière de prévention des risques professionnels dans la grande distribution, tous ces progrès soient annihilés. C'est une vraie question et il ne faudrait pas que cette accélération des changements dans l'organisation du travail se traduise par une dégradation des conditions de travail et donc une augmentation des risques professionnels. Je vais prendre très rapidement un autre exemple qui est celui de l'ultra fast fashion. Alors l'ultra fast fashion, ça consiste à se faire livrer en 24 ou 48 heures maximum un vêtement bon marché qu'on achète sur un coup de cœur et qui n'a vocation à être porté que pendant qu'à 2 ou 3 reprises parce qu'il supporte assez mal le lavage. Qu'est-ce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire? C'est qu'une grande entreprise leader sur le marché qui s'appelle Boo, qui est anglaise, a fait travailler des gens dans des conditions dont elle a reconnu elle-même après et qu'elles n'étaient pas acceptables. C'est-à-dire que malades ou pas, les gens allaient travailler, ayant ou pas le Covid, les gens allaient travailler dans des ateliers étroits, mal aérés, où il y avait une promiscuité très forte, et ça a été des foyers de transmission du Covid extrêmement forts, au point que Leicester, la ville où se situe Boo et où se situe surtout la quasi-totalité de ces ateliers de confection, a été sinistrée du début à la fin du Covid. Donc on voit que ces habitudes de consommation, cette volonté de faire primer l'expérience consommateur sur le risque professionnel, ça peut être extrêmement dangereux. Donc il faut que dans les années qui viennent, nous, préventeurs, on soit très à cheval sur ces choses-là, très alerté sur ces choses-là. Il faut aussi, quelque part, que le consommateur se pose la question du besoin qu'il a immédiatement, de façon absolue, d'avoir une glace, je vais taire la marque, dans le quart d'heure qui vient. Voilà. Merci Michel. Vous posez bien la question, et je pense que Martin aura l'occasion d'y rebondir, sur la question de la responsabilité sociale des entreprises. Ça transpire dans vos propos. Et pour rester sur le sujet de la grande distribution, il y a une tension permanente. On l'a vu aussi sur les drives. Les drives qui sont arrivés, là aussi, la grande distribution a dû s'adapter par rapport à des risques induits par ce nouveau mode de distribution. Alors tout à fait, et c'est ça qui fait qu'il y a quand même de l'espoir de voir les choses bien tournées dans les années qui viennent. C'est que le drive a été une révolution un peu du même type. Probablement pas aussi drastique, mais du même type. Et la grande distribution et nos collègues des services prévention des CARSAT auxquels je faisais allusion précédemment ont pris leurs responsabilités et ont fait en sorte d'améliorer les conditions de travail pour que le drive ne se traduise pas par une augmentation des troubles musculo-squelettiques ou des lombalgies. La différence quand même avec le drive, c'est qu'on avait affaire à un interlocuteur qu'on connaît, la grande distribution.
sensibilisés après des années aux questions de prévention des risques professionnels. Dans le cas du coût de commerce que j'ai évoqué tout à l'heure, on a affaire, dans certains cas, à la grande distribution, mais on a aussi affaire, dans d'autres cas, à des plateformes, donc des plateformes qui font travailler des indépendants et ça n'est pas médire que de dire ça, et dont la prévention des risques professionnels n'est certainement pas la première préoccupation. Donc, oui, le drive, on y est arrivé, et c'est tant mieux. Oui, le coût de commerce, il va falloir y arriver, mais ça sera peut-être difficile. Il va falloir inculquer à certaines personnes qui ne la connaissent pas la culture de la prévention des risques professionnels. Merci Michel. Agnès Oblé-Cuvelier, donc vous, c'est un tout autre éclairage que vous allez nous proposer, c'est concernant, ça a été caractérisé par les interventions précédentes sur la fragmentation du travail, que l'alpha et l'oméga, c'était pas non plus le travail salarié, hein, la notion de travailleur était beaucoup plus élargie, et notamment avec l'augmentation du travail de l'auto-entrepreneuriat, du portage salarial, etc. Dans ce cadre-là, pour vous, par rapport à l'INRS, dans quelle mesure ça sous-entend, alors là par contre on est dans peut-être de faire bouger des lignes à plus ou moins long terme, mais dans quelle mesure il y a matière à changer un peu le logiciel de la prévention pour adresser le besoin sur une nouvelle population de travailleurs? Alors je pense que vous posez une question cruciale, et avant de parler de clivage entre travailleurs salariés et travailleurs qui ne le seraient pas, des clivages existent déjà et sont à prévoir de façon peut-être plus importante entre travailleurs qui peuvent pratiquer du télétravail en entreprise, d'autres ne le faisant pas, pour des raisons de contenu d'activité, et qui vont générer une organisation de la prévention et une exposition à des risques qui peuvent être différentes. On a beaucoup parlé des télétravailleurs durant la crise Covid, et c'est parfois perçu comme l'avancée majeure dans les évolutions du travail. C'est un élément important, ça représente néanmoins 25% des travailleurs, donc ça signifie que 75% ne le sont pas. Et pour ces 75%, le travail s'est traduit aussi par une intensification importante, d'une façon générale, dans des métiers qui étaient particulièrement exposés vis-à-vis du risque Covid, pour le secteur des soins en particulier, pour tous les métiers en contact avec le public, etc. Donc l'organisation de la prévention doit tenir compte de situations professionnelles et d'organisations qui sont déjà variables au sein même des entreprises, et qui peuvent générer des inégalités, j'allais dire, d'accès à un certain nombre de services, d'offres, de formations en santé au travail, mais aussi de prestations qui peuvent être réalisées par des préventeurs institutionnels, par les services de santé au travail. Vis-à-vis des travailleurs indépendants, la question se pose d'une façon beaucoup plus macro, effectivement, puisque les modes traditionnels de prise en charge de la prévention par des acteurs institutionnels, par les services de santé au travail, ont beaucoup plus de difficultés, évidemment, à pénétrer dans ces milieux du travail indépendant, et il va falloir penser effectivement la prévention d'une autre façon, alors déjà très amont, dans l'éducation, dans la formation initiale, avec vraisemblablement des enjeux là de formation, de montée en compétences dès la formation initiale vis-à-vis de la prévention, qui vont devoir être augmentés. Il va falloir repenser également la façon dont on peut accompagner les travailleurs dans une acculturation à la prévention, y compris par des formes de tutorat et d'accompagnement à renouveler. Certains sont tentés d'accroître un rôle assurantiel, peut-être de nature privée, qui peut avoir des effets positifs, mais qui peut engendrer aussi une forte individualisation de la prise en charge de la prévention. Prévention qui doit être discutée, négociée, expliquée dans un cadre collectif également. Certains travailleurs indépendants s'organisent sous forme
formes de coopératives dès maintenant. Ça commence à émerger et du coup, on pourra trouver des formes d'actualisation et d'intégration de la prévention dans ces formes collectives de travail qui tendent à se développer. C'est une question qui reste d'importance. Formation, accompagnement via des formes collectives à réinventer et puis utilisation aussi des technologies de l'information et de la communication dont l'accélération en termes d'utilisation, de mise en compétences, etc. C'est intensifié et c'est démocratisé aussi dans un certain nombre de milieux pour eux. Donc formation à distance, possibilité d'interagir avec différents acteurs, y compris en santé au travail et en médecine du travail, pourquoi pas. On a vu par exemple se développer des téléconsultations pour des travailleurs. Entendu. Et concernant, parce qu'actuellement la prévention, on a une approche par établissement. Dans quelle mesure vous pensez qu'on pourrait potentiellement envisager une autre façon d'appréhender la chose que par le strict établissement de travail? Effectivement, c'est peut-être une évolution qui devrait être pensée un peu différemment dans les années à venir, puisque on assiste à une forme de suppression à la fois des frontières spatiales et temporelles de l'entreprise, et puis la cohabitation de formes de contrats et d'emplois très différents dans un même lieu aussi. Donc la nécessité de fédérer sans doute les acteurs de la prévention autour de l'activité plus que de l'individu dans certaines circonstances, ce qui va évidemment conduire à proposer des formes d'organisation, y compris parmi les professionnels de santé au travail, plus flexibles, plus adaptés à ces nouveaux modes d'organisation des entreprises et qui ne sont évidemment plus limités à l'établissement, puisqu'on voit se développer les espaces de coworking, etc., où l'activité se fait dans des tiers-lieux et non pas dans les murs d'un établissement. Entendu. Il y a une question qui est remontée en amont et qui est assez récurrente, c'est est-ce que la prévention, pour vous, l'évolution, c'est une prévention internalisée, vous avez parlé de responsabilisation des acteurs, ou alors d'externalisation de la prévention, c'est quoi la tendance pour vous? Alors, à 5 ans. Oui, c'est une question un peu compliquée. Externalisation, internalisation, je crois qu'on a toujours fonctionné sur ces deux modes. L'employeur reste responsable de la santé et de la sécurité des salariés et doit organiser son entreprise et son organisation doit être organisée doit être conçu pour gérer les risques en santé et sécurité au travail, et puis il s'appuie historiquement sur des piliers externes. Je crois que plus que jamais, on a besoin d'une coopération étroite entre les différents acteurs internes et externes à l'entreprise. On a assisté au cours des dernières années à une professionnalisation croissante de la question de la santé et de la sécurité au travail. C'est un élan qui est pris et qui va vraisemblablement se confirmer dans les années à venir, parce que il faut répartir les compétences entre des acteurs très divers dans ce domaine pour pouvoir développer une véritable culture de prévention qui touche toutes les couches et tous les niveaux au sein de l'entreprise et peut-être plus largement des territoires. Merci Agnès. Laurence Théry, donc vous êtes directrice de l'ARACT Hauts-de-France et Agnès en a parlé, a posé le sujet de l'inégalité qui était un peu potentiellement sous-jacente, et vous posez un autre biais qui est également lié à l'inégalité et qui est associé au développement du télétravail, du travail à distance. C'est le biais que ça pourrait révéler sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la conciliation des temps de vie. Et comment, pour vous, c'est quelque chose... Ça, c'est par exemple une question qui ne remonte pas dans toutes les centaines de questions qui sont montées en amont de cette rencontre débat. Celle-ci n'apparaît pas. Pour autant, effectivement, je pense qu'effectivement, ça pose un vrai sujet. Et comment vous le caractérisez ? Et tout à fait, la question du travail des femmes et des inégalités femmes-hommes, on peut dire que c'est un angle mort de la prévention des risques professionnels. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder au prisme des scénarios qui ont pu être dessinés dans l'étape précédente.
c'est finalement quels enjeux ces scénarios ont vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes. Et ceci en intégrant une donnée qui est que de façon structurelle, donc avant la crise, les femmes sont dans une situation défavorable par rapport aux hommes sur le marché du travail et de l'emploi. L'ANACT avait fait un travail d'analyse de ces inégalités structurelles qui tournait autour de 4 grandes causes de ces inégalités et dont on voit à quel point elles sont renforcées par la crise. En tout cas, on a de nombreux signaux. Alors, je reviens sur ces 4 grandes causes. La première des causes, elle concerne la faible mixité des secteurs d'activité, puisqu'on a plus de 81% des femmes qui sont cantonnées dans des secteurs d'activité qui sont ceux de l'éducation, de l'activité du soin aux autres, de la santé, des services à la personne, de l'administration, du commerce aussi, dont a parlé Michel tout à l'heure. Et donc, on a une concentration de la population féminine dans ces secteurs d'activité, et ça s'accompagne aussi de statuts d'emploi plus défavorables, plus dégradés en termes de temps partiel, en termes de faiblesse de la rémunération également dans ces secteurs-là. Ça, c'est la première cause structurelle, l'absence de mixité. La deuxième, c'est l'invisibilité des mauvaises conditions de travail dans ces secteurs-là. On a eu des représentations comme quoi les enjeux de santé au travail sont massivement dans les secteurs de l'industrie, etc. Or, en fait, quand on regarde les statistiques, on voit clairement que les secteurs dans lesquels sont concentrées les femmes sont très accidentogènes. Je prends juste un petit exemple. Dans ma région, les Hauts-de-France, il y a une sursinistralité en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les services à la personne qui sont 4 fois supérieures à la moyenne, tous secteurs confondus, et plus élevé que dans le secteur de la logistique, dont a parlé Michel, et pourtant où les enjeux de prévention sont importants, et plus élevé également que dans le secteur du bâtiment, dont on sait aussi que c'est un secteur accidentogène. Donc voilà, une invisibilité des conditions de travail. Troisième élément structurant de ces inégalités sur le monde du travail entre les femmes et les hommes, ça renvoie à la question des parcours professionnels des femmes qui sont peu diversifiés. Finalement, les mobilités ascendantes sont réduites, les possibilités de prendre des postes à responsabilité sont toujours réduites, et ça rencontre un enjeu qui a été développé par François de Jounel tout à l'heure sur la question des parcours, de l'accompagnement dans les parcours professionnels et dans la formation professionnelle également. Et le quatrième point de cause structurelle, c'est la question de l'articulation des temps. Ça a été aussi pointé comme un enjeu. Alors si on regarde ces 4 éléments au regard de la crise sanitaire que nous avons vécue, finalement on a dans l'expérience du télétravail, qui est encore récente, mais dans l'expérience du télétravail aujourd'hui, quand on interroge le vécu au travail des hommes et des femmes, on a des différences importantes. J'en citerai quelques. La première, c'est effectivement le triple investissement dans le travail professionnel, dans le travail domestique et dans le travail scolaire des enfants. Ça a été remonté dans de nombreuses enquêtes qui ont été faites par l'ANACT, mais aussi par d'autres structures. La deuxième élément, c'est les conditions de travail assez dégradées en télétravail pour les femmes. Je prendrai juste un indicateur qui me semble assez important, c'est la question de l'espace dédié pour travailler, se concentrer, s'isoler pour pouvoir avoir un travail dédié à son activité professionnelle sans être interrompu par l'environnement extérieur. Les femmes nous disent que pour un quart d'entre elles, elles ont accès à cet espace dédié, alors que les hommes, c'est la moitié. Donc il y a déjà là aussi dans la répartition de l'espace domestique des inégalités qui impactent l'activité de travail dans le développement du télétravail. Ça veut dire que l'acceptabilité d'avoir un espace dédié est plus favorable pour un homme que pour une femme à domicile ? Alors, on peut faire plusieurs hypothèses, mais c'est que la négociation dans le couple n'est pas forcément favorable à la question d'un équilibre d'un partage de l'espace. Ça, c'est une première hypothèse. On peut aussi dire que la question de l'étroitesse des logements, surtout en agglomération, est aussi un élément bloquant.
Autre élément aussi qui ressort beaucoup des enquêtes qui ont pu être faites, c'est la question de l'épuisement et l'état de santé des hommes et des femmes en télétravail pendant et après la crise, et les craintes que ça pointe pour l'avenir. S'agissant de l'épuisement, 34% des femmes en télétravail déclarent être sur le point de craquer après la crise. C'est 21 points de plus que les hommes. Donc, il y a quand même à s'interroger sur les conditions de travail. Et puis, la question des parcours professionnels, j'y reviens parce que ça me semble important. Il y a eu une invisibilité du travail des femmes vis-à-vis des managers, qui sont le plus souvent d'ailleurs des hommes, et avec des difficultés pour obtenir des augmentations, des évolutions, des promotions, ou même un accès à la formation. Et donc on a véritablement un enjeu de taille en matière d'égalité. Si on rajoute un autre élément supplémentaire qui me semble important, c'est que le télétravail fait éclater, Agnès l'a dit, l'unité de lieu et de temps du travail. Et dans Or, on a quand même vécu depuis 40-50 ans sur une séparation des lieux de vie et du lieu de travail. Et séparation qui était quand même assez favorable à l'émancipation des femmes, puisque ça les faisait sortir de chez elles, ça les faisait accéder à des relations sociales, à des réseaux professionnels et sociaux qui étaient aussi moteurs dans leur implantation dans le monde du travail. Donc le fait de cette à nouveau refusion entre lieu de vie et lieu de travail est assez préoccupante du point de vue de l'émancipation et de l'égalité. Donc le télétravail ne serait pas émancipateur. En tout cas, il questionne. Il questionne, et c'est important je dirais, de chausser les lunettes du genre pour regarder comment les entreprises s'organisent pour faire de l'enjeu d'égalité un levier pour tous et tous. Si on regarde les accords télétravail dans la période, la question de l'égalité, c'est un angle mort. Il n'est pas question d'égalité dans les accords télétravail qui ont été signés à la faveur de la crise. C'est révélateur, effectivement. Je pense que c'est important. Je termine sur le sujet de l'égalité en disant qu'en plus, on a un levier juridique qui est aussi inexploité. C'est que depuis quelques années, le document unique d'évaluation des risques, qui est quand même l'outil important pour faire progresser la culture de prévention dans l'entreprise, eh bien, doit comporter une dimension genrée et doivent donc procéder à une analyse différenciée des hommes et des femmes du point de vue des risques professionnels. Et ça c'est encore un chemin qui s'ouvre aux préventeurs pour finalement améliorer la prévention dans ces secteurs d'activité qui depuis des années quand même ne s'améliorent pas, voire même régressent. Je me tourne vers Michel. Voilà. Entendu. Merci Laurence. Alors Martin, Laurence, vous posez la question de l'égalité, enfin aussi Agnès, vous l'avez posée. Et Martin, avec vous, on va parler de management et management de proximité en premier lieu. Et dans quelle mesure, un des premiers garants peut-être de cette équité, de cette égalité, c'est aussi le management de proximité. Et dans quelle mesure, on a parlé aussi beaucoup avec Michel, d'outils, de potentialités technologiques, de leviers technologiques qui permettent d'accélérer, etc. Pour autant, comment vous placez, vous, Martin, la question de la place de ce management dans ce panorama d'outils qui se croisent et qui visent à optimiser les process dans les entreprises? Quelle est la place la nouvelle place et peut-être à attendre du management de proximité? Alors effectivement, la crise sanitaire et ses conséquences sur l'organisation du travail a très fortement mis à contribution les managers et les a mis en tension. Les Américains ont une jolie expression, ils disent c'est quand la mer se retire qu'on distingue les gens qui nageaient sans maillot. Moi je dis que c'est quand le télétravail ou le travail à distance s'étend qu'on distingue les managers qui perdent pied. Pourquoi ? Parce que dans un monde distanciel ou dans un monde hybride, puisque aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudra un mélange et il faudra des bonnes interactions entre le distanciel et le présentiel, dans ce nouveau monde, le management à la française, traditionnel, hérité de la période taylorienne,
c'est-à-dire le management qui fonctionne sur la verticalité de la prescription du travail, de l'obéissance, ce management-là ne fonctionne plus. Parce qu'effectivement, le fait d'être à distance crée des conditions qui font que ça ne marche plus et on doit passer à un management qui est plus un management de soutien professionnel où les managers sont là pour aider chacun des collaborateurs lorsqu'ils en ont besoin. Donc effectivement, les tensions sur l'organisation du travail liées à la crise sanitaire ont effectivement mis à l'épreuve les managers. Alors, quelles sont les grandes lignes de force ? Moi, j'ai eu la chance de diriger un gros travail qu'on a fait au sein de la Fondation Terra Nova sur justement les conséquences sur les organisations du travail et sur la santé au travail de la crise sanitaire. Alors, si certains d'entre vous s'y intéressent, vous pouvez trouver le rapport qui est issu de ce travail qui s'appelle « La révolution du travail à distance ». C'est gratuit, c'est sur le site tenova.fr. Et en gros, on a 4 conclusions. Je vais très vite. Première conclusion, ça s'est finalement bien passé, ce passage brutal de 3% de télétravailleurs réguliers, juste avant la crise sanitaire, dernier chiffre du ministère du Travail, c'est-à-dire de proportion de gens qui télétravaillaient au moins un jour par semaine, et boum, en l'espace d'une semaine, on passe à 30%. Donc on multiplie par 10. Ben finalement, quand on pose la question, puisque dans notre rapport, on a fait une grosse enquête quantitative avec 1860 télétravailleurs qui ont répondu, on voit que globalement, ils nous disent qu'ils ont réussi à passer le cap sans difficulté et surtout, ils reconnaissent dans leur écrasante majorité que leur entreprise s'est bien adaptée. Donc, ça a marché. Deuxième conclusion importante, ça a marché, oui, mais pas tout à fait pour tout le monde. Il y a quand même, en gros, un quart des salariés qui mettent en avant des difficultés, voire des grosses difficultés. Ceux qui se sont trouvés en difficulté, ça correspondait à 3 critères. Premier critère, et ça recouvre beaucoup ce qu'a dit Laurence, présence des enfants au foyer, et souvent foyer monoparental. C'est vrai que c'était une période, le premier confinement, sur lequel on avait à la fois du télétravail et puis l'école à la maison. Deuxième critère, les aspects matériels. Il ne faut pas les négliger. Ceux qui se sont trouvés en difficulté, ceux qui ont eu une montée de stress, etc., c'était aussi ceux qui disaient que leur ordinateur n'était pas adapté, qu'ils n'avaient pas les bons logiciels, que leur connexion Internet n'était pas assez stable ou pas assez rapide. Et puis enfin, dernier facteur qui, à mon sens, est le plus oublié et le plus important, c'est que ceux pour lesquels ça s'est mal passé, c'est aussi ceux qui n'avaient jamais télétravaillé avant. 42% des gens pour lesquels ça s'est mal passé n'avaient jamais télétravaillé avant et n'ont jamais reçu aucune formation sur le télétravail. Ça, c'est un point qui est sous-estimé aujourd'hui encore par les entreprises. Voilà, troisième conclusion. Une certaine réconciliation avec le travail et les managers ont joué leur rôle là-dedans. Alors on dit beaucoup que le travail à distance a abîmé le travail. Moi je pense qu'il faut avoir une vue beaucoup plus nuancée. Alors c'est vrai que si on travaille 5 jours par semaine pendant des mois, c'est très mauvais. Mais si on dose, on arrive à des choses très intéressantes et notamment les télétravailleurs qui ont répondu. Quand on leur demande de se situer et de caractériser leur expérience, les 3 points qu'ils mettent en avant, c'est plus d'autonomie. Je suis plus libre pour organiser mon travail comme je l'entends. J'ai mis à distance les petits chefs qui viennent me contrôler et faire du micromanagement. Deuxième aspect, la sérénité. Je suis plus au calme. Et troisième aspect, l'efficacité. Je travaille mieux. La notion de travail bien fait était plus fortement appréciée par les télétravailleurs. Et à l'inverse, les aspects négatifs, qui pèsent beaucoup moins, sont en général l'isolement, la fatigue et le stress. Mais ils pèsent moins. Donc, expérience plutôt globalement positive. Et enfin, dernier point, la relation managériale, qui a été véritablement fortement transformée. Alors, il y a 4 aspects, je vais très vite. L'augmentation de la confiance, dans les 2 sens. C'est-à-dire que ceux qui ont télétravaillé disent qu'ils ont, à cette occasion, à l'occasion de cette période, mis davantage de confiance dans leur manager, et à l'inverse, les managers disent qu'ils ont mis davantage de confiance dans leur équipe, justement pour leur permettre de développer leur autonomie. Et deuxième aspect, les capacités d'initiative et de coopération. Les télétravailleurs disent on a pu mieux être autonome et organiser nous-mêmes notre travail, moins de prescriptions, et surtout on a pu travailler en équipe comme on l'entendait. Donc il n'y a pas eu moins de travail en équipe à cause du télétravail, ça c'est une vue de l'esprit. Troisième aspect, la difficulté pour le manager, parce que quand on demande cette fois-ci spécifiquement au manager qu'est-ce qui a été difficile pour vous, les 2 choses qui ressortent, c'est la programmation du travail, donc ce que les sociologues du travail appellent la prescription, et le contrôle. C'est-à-dire justement le management by control, comme on dit, qui trouve là sa fin. Et puis enfin, dernier facteur très intéressant,
l'augmentation de la délégation de responsabilités. Les managers ont délégué davantage, non pas seulement de tâches, mais de responsabilités à leurs collaborateurs. Donc effectivement, la relation managériale est très affectée par cette expérience, avec des aspects très positifs et d'autres qui le sont moins. Merci Martin. Et ça augure de quoi en matière d'évolution du taux d'encadrement ? Ce que vous venez de dire. Très intéressant. Je pense que les entreprises se sont aperçues de façon très concrète que c'est le management intermédiaire qui a tenu les choses. Si on a réussi à faire ce basculement, de multiplier par 10 en quelques jours ou quelques semaines le nombre de télétravailleurs sans que ça craque, c'est justement parce qu'il y avait le squelette, l'ossature du management intermédiaire qui a tenu les choses. Moi, je l'ai vu très concrètement chez mes clients où on a vu les managers se mettre à changer radicalement de comportement. Par exemple, beaucoup de managers se sont mis à appeler leurs collaborateurs tous les jours au début pour vérifier tout va bien, les aspects matériels, tu sais ce que tu as à faire, etc. Et puis progressivement, en voyant, tiens, telle personne, elle est autonome, je la laisse tranquille, telle autre personne, elle a besoin de plus de soutien, donc je vais continuer à l'appeler tous les jours, etc. Bref, on a reconstruit dans le monde distanciel des processus managériaux. Vous voyez, et c'est ça, moi, ma thèse essentielle, ce que j'ai retiré de cette étude qu'on a faite, c'est que la difficulté aujourd'hui, c'est que les entreprises n'ont pas encore pris conscience qu'il faut qu'elles reconstruisent tout ce qu'elles ont construit dans le monde du présentiel. Il faut qu'elles le reconstruisent sur des nouvelles bases pour que ça s'adapte à un monde qui aujourd'hui est un monde hybride qui marie le présentiel et le distanciel. Par exemple, les routines. Les routines aujourd'hui dans le présentiel, c'est la machine à café. Mais on a des moyens avec les technologies d'aujourd'hui. Il y a des applications, Bicast, Klaxoon, etc., qui permettent de recréer de la convivialité, de changer de façon radicale la façon dont on conduit une réunion, en présentiel et en distanciel. Bref, il faut adapter tous les processus managériaux, la culture managériale, à ce nouveau monde dans lequel nous entrons. Donc pour vous, ce sont de nouveaux espaces de régulation qui vont s'ouvrir, donc. Absolument. Il reste à découvrir. Aussi. Absolument, oui. On reste toujours dans un monde où la régulation du travail est opérée par... Il y a toujours dans les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit une administration, une entreprise cotée en bourse, on a toujours 3 boucles de régulation. Vous avez le dialogue managérial, c'est les ordres qui descendent, l'atmosphère qui remonte. Vous avez le dialogue social, tout ce qui est les IRP, les délégués syndicaux, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est-à-dire ce qu'on raconte à la machine à café, la façon dont on améliore sa capacité à tenir son métier, etc. Mais dans un monde hybride, ces 3 types de dialogue, il faut les reconcevoir. Ils ne marchent plus de la même façon. Merci Martin. Merci à vous 4 pour vos rebonds. Et on va passer désormais sur la séquence. Donc, il y a eu, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de questions qui ont été posées en amont de la rencontre de ce matin. Et les plus récurrentes, il y en a 2. C'est celle qui revient à dire que ce dont on parle depuis ce matin met en avant la question des RPS et de la question de la santé mentale dans les entreprises. Et une prévalence de ça. Alors, les risques induits peut-être par ça, ça c'est une première question. Et la seconde question la plus récurrente, c'est dans quelle mesure on peut parler d'une forme de co-responsabilité, alors que la responsabilité de l'employeur est clairement établie en matière de prévention des risques au travail. Dans quelle mesure, de plus en plus, les gens s'interrogent sur une forme de co-responsabilité employeur-salarié dans des organisations un peu fragmentées, etc., et une dilution, une forme de la responsabilité de l'employeur. La question étant ouverte. Donc, qui veut répondre sur ces 2 questions les plus récurrentes du public en amont sur la question des RPS et peut-être le risque à se focuser simplement sur les RPS? Alors, Agnès, oui. Je veux bien. Sur la question des RPS, effectivement, certaines enquêtes ont été faites tout au long de la période de confinement, puis dans l'après-confinement immédiat, et on commence à être un peu à distance, mais avec des vagues qui reviennent. On a pointé de façon particulière des troubles anxieux, des troubles dépressifs, avec une prévalence accrue chez les femmes d'ailleurs, ce qui va dans le sens de ce qu'évoquait Laurence précédemment, et le risque d'isolement qui a été également mis en avant au cours de cette première période de confinement, qui était quand même
extraordinaire dans le sens où effectivement les télétravailleurs étaient télétravailleurs à temps complet et n'avaient pas choisi d'être télétravailleurs ou de rester sur le site de leur entreprise. Donc les questions d'isolement ont été mises en avant de façon très importante au cours de cette période et ont nécessité effectivement une adaptation de la part du management tout aussi importante et ces évolutions-là et ces préoccupations-là sont prises en compte de façon beaucoup plus pérenne à l'heure actuelle, à l'heure où on renégocie d'ailleurs certains accords sur le télétravail dans les entreprises. Une prise de conscience qui a été faite de façon peut-être plus cruciale qu'elle ne l'était avant le premier confinement sur cette question des RPS. Alors je crois que c'est pas du tout anecdotique cette question des RPS puisque ça engendre des problèmes de santé majeurs pour certains salariés. C'est une préoccupation sociale qui génère aussi de l'absentéisme dans les entreprises ou du présentéisme, c'est-à-dire des personnes qui sont dans une situation de travail mais qui ne parviennent pas à travailler selon une performance maximale dans ces circonstances-là. Donc voilà, un sujet qui est à prendre en considération de façon d'autant plus importante dans l'évaluation des risques à l'avenir, à travers le document unique d'évaluation des risques en particulier, avec un focus vraiment majeur sur ces questions. Les RPS ont concerné aussi les travailleurs non télétravailleurs, puisque cette période-là s'est accompagnée dans un certain nombre de secteurs d'une intensification du travail majeur, et on peut donner l'exemple particulier, bien sûr, de tout ce qui est secteur de l'aide et du soin à la personne, donc qu'il soit hospitalier, sanitaire, etc., à domicile. Et dans cette intensification, on va retrouver des phénomènes de surmenage, d'épuisement professionnel, qui sont là encore majorés chez les femmes par rapport aux hommes. Entendu, merci. Sur la responsabilité, Laurence, sur ce sujet-là? Oui, peut-être. Cette question des risques psychosociaux, elle renvoie aussi à la question des modalités de management. Et on l'a dit très bien tout à l'heure avec Martin, c'est qu'il y a une espèce de carrefour entre les entreprises qui vont continuer à avoir des managements très descendants, basés sur le contrôle, la surveillance, ou des entreprises qui se sont déjà engagées vers des modalités de management plus participatives, basées sur la confiance, la délégation, le partage et la coopération. Et donc, en fonction aussi de ces options qui vont être prises par certaines entreprises ou pas, la question des risques psychosociaux sera décuplée ou pas. Et ça renvoie aussi à votre deuxième question, il me semble, c'est celle de la responsabilité. On a quand même aujourd'hui une absence de discussion dans les entreprises sur ce qui fait performance, sur ce qui fait efficacité et sur ce qui fait finalement valeur. Voilà, la question de la performance est toujours hors d'atteinte des questions du travail. On a d'un côté, grosso modo, les RH qui s'occupent des relations sociales avec les institutions représentatives du personnel, puis on a de l'autre la direction, l'encadrement qui s'occupe de la production. Mais on a quand même beaucoup de mal, malgré la mise en place des CSE, à faire dialoguer ces enjeux de travail et ces enjeux de performance, avec toujours dans les entreprises une gestion par les coûts et donc par les chiffres. Et qui peinent à reconnaître les travailleurs et les travailleuses comme des ressources immatérielles. Et ça, je pense que si on est si le télétravail introduit une rupture que certains qualifient d'anthropologique sur l'organisation du travail, cette question de la discussion sur la performance, c'est quand même un point dur qu'il faut travailler. Et avec des enjeux de prévention aussi. Et on n'a pas parlé du soutien social, qui est absolument capital aussi pour lutter contre l'isolement, pour progresser ensemble, pour permettre l'entraide aussi. Et ce soutien social dans certaines conditions et organisations du travail est à repenser en distanciel sous d'autres formes. Et je pense que Martin l'a évoqué tout à l'heure aussi. Oui, la notion de collectif, l'importance du collectif. Moi, je voudrais vous lancer sur, Laurence, vous l'avez esquissé cette piste, enfin d'un
et c'est quelque chose aussi qui revient dans les questions, c'est le sujet du cadre du dialogue social au sens large. Dans quelle mesure ce cadre il est adapté ou pas, ou plus. Il y a des questions dans la salle des questions qui avaient été posées en amont et qui concernaient notamment, je vous les lis, les restitue comme telles pour vous faire un peu caractériser un peu comment elles se traduisent. C'est quel serait le rôle constructif des IRP, voilà, dans ce contexte-là. Et autre champ de questions sur le même sujet. Ne pensez-vous pas que les salariés aspirent plus à faire partie intégrante des choix organisationnels, et ce, très en amont, donc pour discuter aussi de performance et de mettre ça, donc intégrer là-dedans. Et donc, à partir de là, moi, je vous pose la question ouverte sur comment vous voyez un peu évoluer le cadre du dialogue social où vous avez parlé tous et toutes de travail réel, ça sous-entend une plus grande implication des salariés. Et donc, dans ce cadre-là, dans quelle mesure, avec les outils qui vont avec, etc., dans le cadre d'un travail de plus en plus fragmenté, il ressemblerait à quoi le dialogue social? Question ouverte. Martin. Alors, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a une première observation à bien avoir en tête, c'est que, contrairement à ce que nous ont dit beaucoup de gourous du dialogue social, qui ont dit, vous allez voir, tout le monde est en travail à distance, enfin tout le monde, non, 30% des salariés sont en travail à distance, donc le dialogue social va s'effondrer. Pas du tout. Le dialogue social a tenu le choc, il s'est bien adapté. Exemple concret, on a eu 96 000 accords en entreprise qui ont été signés en 2020. Donc c'est tout à fait sur le trend habituel. Donc il n'y a pas eu du tout d'effondrement du dialogue social. On s'est mis à faire des réunions de CSE sur Teams, sur Zoom ou ce que vous voulez, progressivement bien sûr. Alors ça fait pas tout, il faut le complémenter avec des réunions en présentiel. Mais ça a tenu le choc. Deuxième chose qui me semble très important, c'est que quand vous regardez les thématiques de ces accords qui ont été passés en 2020, puisqu'on a les chiffres, ils sont tout frais, la plus grosse partie rémunération intéressement, en gros 45% des accords, le temps de travail, puisque avec tout ce qui était travail partiel, il a fallu aménager les choses, 24%, et malheureusement les conditions de travail, seulement 5%. C'est-à-dire qu'une fois de plus, et là on a accentué ce travers français, qui est que les conditions de travail passent toujours au second plan. Philippe Askenazi, qui a fait un très beau bouquin qui s'appelle « Les désordres du travail », explique toujours que l'énormité de la problématique de l'emploi masque la problématique du travail qui passe toujours au second plan. Ensuite, deuxième chose, mais là aussi, la boucle de régulation du dialogue social doit s'adapter au nouveau contexte. Alors, il y a déjà des tas de choses qui se passent, pas tellement en France d'ailleurs, il faut vraiment aller voir à l'étranger. 2007, donc ça fait un moment maintenant, 2007, première grève virtuelle. C'était chez IBM en Italie. Sur Second Life, les travailleurs de IBM Italie se sont mis en grève et ils ont gagné. Ils ont gagné et le patron d'ailleurs d'IBM Italie a été débarqué par la maison mère américaine. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, revenons en France et on regarde les conflits qu'il y a dans les entreprises sur est-ce qu'on va autoriser nos organisations syndicales à mettre leurs tracts, leur littérature, leurs revendications sur le site internet, sur l'intranet de l'entreprise. Ça devrait être une évidence. C'est vrai qu'avant, on distribuait les tracts à la sortie de l'usine. Maintenant, l'usine, elle est chez soi, elle est dispersée. On est dans le service, on est dans le dématérialisé. Donc, c'est l'évidence que le dialogue social doit s'organiser. Mais comme disent les Américains, pour danser le tango, il faut être deux. Et donc, il faut que à la fois les organisations syndicales et le côté patronal se mettent d'accord pour recréer les conditions d'un bon dialogue dans un environnement hybride comme celui d'aujourd'hui. Et où on parle organisation et conditions du travail. Exactement. Michel? Alors, un petit bémol à ce que dit Martin, mais on a l'habitude de toujours être entièrement d'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le constat qu'a fait le ministère du Travail, que le dialogue social, il a été extrêmement vivace pendant la crise sanitaire. Je suis aussi entièrement d'accord sur le fait qu'on s'est quand même beaucoup plus intéressé à la gestion de la Covid qu'à la gestion de l'organisation du travail proprement dite d'une façon plus macro. Or, cette évolution, Marc l'a dit, je l'ai redit, elle a accéléré lors de la crise sanitaire. Et donc, les entreprises, les travailleurs se retrouvent aujourd'hui face à un contexte qui a beaucoup évolué, sans que, je dirais, la parole des travailleurs ait été pleinement prise en compte.
Très souvent d'ailleurs, les entreprises ont été obligées de prendre des produits sur étagère qui ne sont pas non plus directement appropriés à leurs besoins. Donc voilà, ça c'est un point, mais pour le reste, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Martin. Je voudrais quand même revenir sur votre première question, à savoir l'interrogation sur la responsabilité des employeurs et des donneurs d'ordre. Moi, je pense très clairement que plus les organisations du travail sont fragmentées, plus la responsabilité morale, mais surtout juridique, du donneur d'ordre est grande. C'est-à-dire que dans son entreprise, il y a des travailleurs en CDI, mais il y a aussi des travailleurs en CDD qui n'ont pas la même culture d'entreprise. Il a recours à des intérimaires, il a recours à des sous-traitants. De plus en plus souvent, ça semble être la tendance, il aura recours à des indépendants. Et donc, la coordination, elle doit être renforcée. Elle ne doit pas du tout être éclatée, atomisée entre ses différents partenaires. Le chef d'entreprise, il fait des choix économiques, et je comprends tout à fait, effectivement, qu'il souhaite diversifier les entreprises ou les gens avec qui, globalement, il passe des contrats de travail ou contrats économiques, mais il n'empêche que ces choix économiques, ils ont des conséquences en matière de SST et qui doit... à partir de là, à partir du moment où les gens à qui il a affaire sont de plus en plus diversifiés, il doit se donner les moyens de la maîtrise des interférences entre ces personnes, et parce qu'on a montré par exemple dans la logistique, un certain nombre de nos collègues ont fait une étude sur la logistique, ce qui pose des problèmes en matière de santé et de sécurité, c'est les interfaces entre entreprises. C'est là que se créent les accidents. Donc encore une fois, oui, le mode d'organisation du travail y change, mais non, on ne doit pas remettre en cause la responsabilité juridique du donneur d'ordre de l'entreprise. J'aurais même tendance à dire, mais ça c'est un point de vue personnel, qu'on doit la renforcer. Entendu. Donc responsabilité du donneur d'ordre, quel que soit le statut des personnes qu'il fait travailler. Quel que soit le statut des personnes qu'il fait travailler. Mais la problématique, c'est aussi que le donneur d'ordre, il est lui-même fragmenté. Et donc la responsabilité, elle incombe à une entité juridique. Mais si cette entité juridique, elle est elle-même dispersée en filiales, en sous-traitant en cascade, le fait de cette dispersion rend difficile l'objectivation de la responsabilité. Et puis sur ces entreprises en format éclaté, ça interroge aussi le dialogue social. Le dialogue social aujourd'hui, il est renforcé dans l'entreprise. On voit bien que l'entreprise aujourd'hui, elle est plurielle, elle s'inscrit dans un réseau d'acteurs qui échappe au dialogue social tel qu'il est conçu aujourd'hui autour d'instances d'un établissement ou d'une entreprise. Martin ? Oui, la responsabilité, en tout cas, de l'employeur vis-à-vis des conditions de travail doit être, à mon sens, réaffirmée. Même si on peut partager beaucoup de choses sur la responsabilité et l'exercice de la responsabilité, il faut que clairement, celle de l'employeur sur les conditions de travail soit réaffirmée. Enquête récente qui a été faite par l'Institut CSA récemment, 42% des entreprises n'ont pas de document unique. On en parlait tout à l'heure, le document unique, c'est vraiment la base de toute politique de prévention sur la santé au travail. Il y a quand même presque la moitié des entreprises, alors que la loi existe depuis maintenant plus de 15 ans, qui n'en ont pas. Enquête de la DARES en juin 2019, 40% des documents uniques qui existent n'intègrent pas la problématique des risques psychosociaux, alors que c'est une problématique qui monte depuis, souvenez-vous, 2007, la crise des suicides, etc. Donc, c'est pas nouveau. Donc, même sur les bases de la politique de santé au travail, on a besoin de réaffirmer les fondamentaux. Entendu. Une autre question ouverte, c'est qui est également, ça transpirait de vos interventions respectives, c'est sur le risque de fracture potentielle à terme entre les salariés qui profitent à plein de l'autonomie, des vertus de ces nouvelles organisations du travail, et celles et ceux qui n'en profitent absolument pas, qui n'en voient pas la couleur. Et dans quelle mesure alors qu'actuellement encore dans les collectifs de travail coexistent des gens qui ont vécu le monde d'avant et des nouveaux embauchés qui ont été embauchés dans le Covid, qui n'ont jamais vu les process qui préexistaient dans des organisations du travail. Comment vous caractérisez à terme le risque de l'attention qu'il y a à avoir sur
la cohésion et les risques de fractures qu'il peut y avoir induites par ces changements dont on parle depuis ce matin. Qui veut répondre ? Alors, moi, je veux bien risquer. Michel. Je veux bien risquer un début. Il y a un sujet qui est objet de polémique en France. C'est la question de la polarisation du travail. C'est-à-dire, on irait vers un monde du travail qui serait séparé en deux catégories, c'est-à-dire des gens bien formés, désirables pour les entreprises, qui peuvent quitter un emploi en trouvant un autre, bien rémunéré. Et puis, on aurait aussi une classe travailleuse qui, suite au développement justement, paradoxalement, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de leur entrée dans le monde du travail, ces gens auraient à faire des travaux de plus en plus répétitifs ou des travaux à basse qualification. Ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche. Par exemple, livrer les commandes des gens. Et tout ça se ferait au détriment d'une classe intermédiaire, alors qui était une classe d'ouvriers de bon niveau, d'encadrement de proximité, enfin voilà. Et effectivement, c'est une tendance mondiale. La question qui se pose est est-ce qu'on la voit en France ? C'est une question tout à fait préoccupante parce que en matière de santé et sécurité au travail, les institutions, je parle de l'INRS, mais je peux aussi parler de l'ANACT et Laurence me contredira si je dis une sottise. Les institutions, elles sont plutôt formatées pour travailler sur cette catégorie intermédiaire, voire les plus qualifiés. Et c'est vrai que pour un livreur à bicyclette, alors qui pour l'instant effectivement n'est pas dans notre, ne dépend pas de nous d'un point de vue assurantiel, mais on est complètement démunis pour l'aider à assurer sa prévention. C'est un indépendant et donc quelque part, je pense qu'il va falloir aussi revoir les responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme qui emploie des indépendants a un contrat commercial avec eux, mais n'a aucune responsabilité en matière de santé et sécurité au travail. Je ne vois pas comment on ne pourrait pas remettre ça en cause dans les années qui viennent. Alors, il y a déjà des esquisses de propositions là-dessus, mais je pense qu'il va falloir une sorte de coupure épistémologique pour que effectivement on commence à prendre en compte ces gens qui sortent des radars du système classique de prévention. Alors soit il va falloir changer le système classique de prévention, soit il va falloir changer la réglementation globalement, soit il va falloir changer le statut de ces travailleurs, mais on ne peut pas continuer à créer des emplois sans protection sociale et en particulier sans protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ça n'est pas possible dans un État civilisé. Et effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Michel, il y a aujourd'hui une fracture assez forte entre, on pourrait dire, col bleu et col blanc, même si ça se recouvre pas complètement, ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Et cette fracture, il faut vraiment s'y intéresser, puisque aujourd'hui, au fur et à mesure que les gens reviennent sur les lieux de travail progressivement, enfin, on verra ce que donne la 5e vague, mais les quatre populations qui étaient éclatées avant, c'est-à-dire la première vague, la première ligne, pardon, les soignants, la deuxième ligne, qui sont tous ceux qu'on a appelés les premiers de corvée, les invisibles, etc. La troisième ligne, les télétravailleurs, et la quatrième ligne, ceux qui étaient absents du travail, écartés parce que garde d'enfants, parce que travail partiel, etc. Là, ces quatre populations qui ont été séparées pendant des mois reviennent ensemble. Et donc, il faut recréer des rituels de convivialité, recréer du travail en commun et se reposer la question, qu'est-ce que c'est le travail chez nous, dans telle entreprise ? La clé pour moi, c'est vraiment de remettre le travail au centre, de se poser la question, qu'est-ce qui va bien dans le travail et qu'est-ce qui va pas bien, les espaces d'expression des salariés, leur donner la possibilité de façon sécurisée de pouvoir échanger sur ce qui va et ce qui va pas dans le travail, c'est absolument essentiel. C'est le plus bel outil qui existe en termes de prévention des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, ça nous permettrait effectivement de combler un peu cette fracture. Pourquoi ? Parce que on raisonne, en France, on raisonne poste.
Donc on dit il y a des postes télétravaillables et des postes qui ne le sont pas. Il faut raisonner travail, c'est-à-dire il faut analyser les postes et constater que dans chaque poste, il y a des tâches qui sont télétravaillables et il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais par exemple, la ministre du Travail elle-même disait, je prends un exemple, le responsable de la maintenance de réseau chez un opérateur télécom, il peut pas télétravailler. Effectivement, on voit bien, le gars, il va brancher des fils, etc. Mais le gars qui fait de la maintenance réseau, ou la fille qui fait de la maintenance réseau, elle a besoin aussi de gérer des stocks de pièces détachées. Donc elle a besoin de gérer les plannings. Donc tout ça, ça peut se faire en télétravail. Et c'est ça le travail hybride. Et on n'a pas encore l'habitude. On raisonne encore trop blanc et noir. Mathématiquement, ça donne des résultats faramineux, parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 30% des postes qui sont télétravaillables, mais si on regarde au niveau de la tâche, comme il y a beaucoup de postes qui sont télétravaillables en partie, on regarde au niveau de la tâche, donc on a fait ce travail, nous, au sein de Métis, qui est un collectif de gens qui s'intéressent au travail, on arrive à un peu plus de 60%. Donc on double le potentiel de ce qui est télétravaillable, et on permet à beaucoup de cols bleus qui n'ont pas pu télétravailler, de télétravailler en partie. Mais par exemple, vous regardez la mairie de Paris, les effectifs importants qui n'ont pas pu télétravailler, c'était en grande partie les opérateurs avec les systèmes informatiques qui étaient tellement vieillissants à l'époque que, ils étaient vieillissants et donc on ne pouvait pas les faire fonctionner à distance. Donc il fallait que les gens viennent travailler devant un ordinateur, mais dans les locaux de la mairie. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là pour araser cette fracture entre col bleu et col blanc. Agnès, oui. J'aurais envie d'ajouter une 5e catégorie à celle que Martin a assistée. C'est celle des entrants sur le marché de l'emploi qui n'ont pas connu les conditions d'avant Covid, finalement, et d'avant confinement, et qui entrent dans des entreprises dans lesquelles le mode de fonctionnement hybride fonctionne, avec des collectifs qui étaient constitués avant la crise Covid. Comment ces entreprises vont intégrer ces nouveaux embauchés dans un environnement qui ne sera plus celui qui a pu être connu précédemment? Et comment va s'organiser cette intégration dans un collectif de travail qui ne sera peut-être jamais au complet au quotidien pour ces nouveaux entrants. Donc là aussi, il y a, je pense, des modes de réflexion sur l'intégration des nouveaux embauchés et bien sûr l'acculturation vis-à-vis de la prévention des risques pro qui se fait aussi par l'accompagnement, par l'apprentissage de savoir-faire, par la transmission des générations plus anciennes vers les plus récentes. Donc il y a un travail important là à faire aussi au sein des entreprises pour cette 5e catégorie. Merci Agnès. Alors, on va terminer cette matinée avec une question très très ouverte. Il a été beaucoup question de responsabilité. Et on a commencé avec vous, Michel, sur le quick commerce, la fast fashion, et ce que ça induisait en termes d'intensité, etc. Un peu, entre guillemets, une forme de Far West. Et si on parlait de responsabilité du consommateur, dans quelle mesure le consommateur qui va acheter ces produits dans un quick commerce ou fast fashion peut être conscient, tilté sur le fait que qu'est-ce que ça induit, le fait d'être livré en un quart d'heure ou d'avoir une collection tous les 15 jours, et dans quelle mesure on peut y croire à la capacité du consommateur à peser, ou on peut l'oublier. Donc, question ouverte. Martin, je te lance là-dessus parce que... Oui, non, mais très, très volontiers, parce qu'effectivement, en matière de RSE, c'est des chantiers qui sont ouverts aujourd'hui. Moi, je crois que ce qui change dans le pouvoir du consommateur, d'ailleurs on parle de plus en plus du consommateur, parce qu'effectivement avec sa carte bleue ou avec ses billets de banque on devient acteur, c'est la capacité à connaître facilement les conditions dans lesquelles un produit qu'on envisage d'acheter a été fabriqué, conditions environnementales, conditions sociales. Vous avez tous entendu parler de Yuka. Aujourd'hui on est un peu plus de 35% à avoir dans sa poche, sur son smartphone, Yuka ou une autre application, une application équivalente. C'est-à-dire une application qui permet, en lisant le code barre d'un produit, de vous amener de l'information sur la notation environnementale, la notation sociale, la notation sociétale de l'entreprise qui est à l'origine de ce produit. Quelles conditions de production, quel impact environnemental, quel impact social. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, ça augmente. On est de plus en plus à être dans cette logique-là, de ne pas se fier simplement au nom de marque.
une autre enquête intéressante qui a été faite par MSL. Figurez-vous que 85% des consommateurs estiment que 85% des marques qui leur sont présentées n'ont pour eux aucune utilité. C'est-à-dire les marques utiles sont extrêmement rares. Les marques qui sont utiles, c'est les marques dans lesquelles on projette des valeurs sanitaires ou bien de confort ou de consommation utile. Alors, on est plus de 35% à avoir une application de type Yuka, mais le deuxième chiffre qui est encore plus intéressant, c'est que parmi ces gens qui ont une application de ce type-là, 80% disent qu'il leur est déjà arrivé de changer de décision d'achat en fonction de l'information qu'ils ont obtenue en lisant le code barre. Donc ça montre bien que ce type d'approche qui permet de rendre l'information plus transparente, et on est dans le monde de la transparence, plus on va, avec tout est à une portée de tweet, eh bien effectivement ça modifie les comportements d'achat. En attendant, la santé au travail ne se retrouve pas sur les codes barres, donc qui veut... Elle s'y retrouve au travers de la notation sociale. Quand vous regardez, ça fait partie des indicateurs, taux de fréquence, taux de gravité des accidents du travail, les indicateurs de type risques psychosociaux, ça fait partie des indicateurs qui sont suivis dans la notation sociale. Est-ce qu'elle est lisible pour le consommateur? Absolument, oui, absolument. Elle mériterait d'être davantage lisible quand même. Oui. Là, il y a des efforts en termes de lisibilité des conditions de travail faites notamment pour tous les produits que nous achetons et qui sont fabriqués à l'étranger. Par exemple, l'impact du coton fabriqué par les Ouïghours qui sont dans des conditions de vie même complètement incroyables. Quel impact ça a eu sur les marques qui ont été dénoncées comme étant clientes, entre guillemets, de ce coton-là. Je suis pas sûre qu'on ait une traçabilité très très forte des produits qu'on achète, surtout ceux qui sont fabriqués à l'étranger. Je rejoins moi ce que Martin disait, on a quand même une partie des citoyens et des citoyennes qui sont portés par un autre imaginaire que celui de la consommation de masse, mais ça repose la question de la perte de confiance aussi par rapport à notre système capitaliste d'accumulation et de concurrence. Et donc finalement, cette question de la consommation, elle est sur le registre des aspirations en ce moment. C'est une tendance qui a peut-être été, accrue avec la crise, avec tous les questionnements éthiques qu'ont pu se poser les salariés, y compris sur leur place dans le monde du travail et dans telle ou telle entreprise, avec des choix de vie reconstruits. On le voit bien avec tous les métiers en tension. Des salariés qui ne veulent plus travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas favorables, ou alors dans des activités qui n'ont pas de sens éthiquement ou c'est d'un point de vue citoyen. Et finalement, cette question de la consommation, elle pose la question, est-ce qu'on est dans un changement systémique ou est-ce qu'on est dans un rafistolage du système, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu ça la croisée des chemins. Et puis le consommateur se pose aussi en tant qu'acteur d'une chaîne de vie du produit. Donc les interrogations se posent également en termes de recyclage, de devenir des consommables dont il va faire usage. Et ces applications que vous évoquez ne prennent effectivement l'amont en considération, mais ne prennent pas forcément en considération l'aval de tout ce qui est destruction, déconstruction, recyclage d'un certain nombre de composants. On a beaucoup parlé de risques psychosociaux ce matin, mais n'oublions pas l'ensemble des risques classiques auxquels sont exposés un grand nombre de travailleurs, toxiques, mécaniques, etc. Et je pense que cette conscientisation va au-delà, effectivement, de l'achat en lien avec des aspects éthiques et de conditions de travail liées à l'amont. De plus en plus aussi, les consommateurs prennent conscience des effets environnementaux plus globalement, mais les conditions de travail des personnes qui vont être en charge de recycler ces matériaux sont également à prendre en compte.
Merci à vous quatre pour vos interventions et pour vos rebonds. Merci à l'INRS et à Futurib d'avoir porté cette matinée où vous étiez nombreux à la suivre. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà consulter les 2 articles associés à l'ensemble des échos de ce matin sur le site de l'INRS. Bonne journée à tout le monde et à bientôt.